rétrospective, s'il n'a pas déconfiné un peu trop vite, puis que là, il n'est pas tenté par un excès de zèle. C'est-à-dire, il faut en faire, il faut en faire, il faut en faire. Et moi, je rappellerai, j'ai vérifié juste avant le panel, il y a 1191 Rapidement, cas Christian, la conférence de hier. presse commence. Il y a deux morts, 27 hospitalisations. Oui, merci à vous trois. On va se retrouver après le point de presse. Donc, vous voyez Éric Kerr, là, on va parler de ce programme-là pour indiquer, donc, si on est testé positif. On écoute le premier ministre. Avec les chefs Atikamekw cet après-midi. Très bonne rencontre. On a convenu de se voir plus souvent. En tout cas, les chefs avec la ministre, entre autres. Et on a convenu aussi de quelques priorités. D'abord, s'assurer de former tout le personnel à l'hôpital de Joliette, là, parce que c'est totalement inacceptable ce qui est arrivé à l'hôpital de Joliette la semaine dernière. Ensuite, s'assurer aussi qu'il y a de la formation qui soit donnée dans tous les réseaux. Donc, pas seulement le réseau de la santé, mais aussi les autres réseaux du gouvernement. On a convenu aussi de travailler ensemble sur une campagne de sensibilisation auprès des Québécois pour lutter contre le racisme. Parce qu'il est vraiment temps qu'on passe à l'action, donc qu'on fasse pas juste en parler, mais qu'on soit capable d'agir. Et il faut rappeler à tous les Québécois là, que les Premières Nations nous ont précédés sur notre vaste territoire au Québec, nous ont aidés aussi de beaucoup de façons. Il y a eu toutes sortes de liens entre les Premières Nations et les premiers qui sont arrivés ici au Québec, au Canada. Je vous donne mon exemple. Moi, j'ai une de mes arrière-grand-mères, arrière-grand-mère, qui s'appelle Marie Mitewi Migou Kou, donc qui était algonquine. Et il y en a beaucoup de Québécois comme ça aussi qui sont mélangés. Donc, je pense que les Québécois sont capables de faire un effort encore, de sensibiliser ceux qui sont encore racistes et de répéter qu'on est tous les êtres humains égaux. Donc, j'étais content de la rencontre, content de voir aussi qu'on s'est promis de se voir souvent, d'avancer sur les recommandations du rapport Vien, puis de passer à l'action. Je reviens sur la pandémie. Bon, vous le voyez avec les nouveaux chiffres, la situation est toujours très critique, en particulier dans certaines régions, dans le Grand Montréal, à Québec, en Chaudière-Appalaches, puis même dans certains endroits en Gaspésie qu'on a dû donc ajouter. C'est ça qui nous amène, depuis la semaine dernière, à augmenter malheureusement les restrictions, donc à ajouter des règles. Vous l'avez vu cet après-midi, nos collègues de l'éducation, du sport ont annoncé que malheureusement, on est obligé d'interdire les sports d'équipe, interdire les gyms. Et c'est pas de gaieté de cœur, là. Moi, je suis un gars qui aime le sport. J'ai encore joué au tennis en fin de semaine. Le tennis va être permis, donc les sports individuels vont être permis, mais malheureusement, c'est pas possible pour les sports d'équipe. Ça ne veut pas dire que c'est pas important le sport, là. Je vais être bien clair, là, c'est toujours vrai. Un esprit sain dans un corps sain, c'est encore vrai plus que jamais en 2020. Mais là, c'est une question de vie ou de mort. Donc, faut poser des gestes, faut faire certains sacrifices pour freiner cette propagation du virus. On le fait pour un certain temps. On espère que ce certain temps-là va être le plus court possible. Mais évidemment, plus les gens vont faire attention, mais plus ça va être court. Mais il faut absolument qu'on s'assure de protéger, entre autres, le fonctionnement de notre réseau de la santé. Puis moi, comme premier ministre, là, c'est une décision qui n'est pas facile à prendre, de couper dans certaines activités artistiques, couper dans certaines activités sportives, couper dans les restaurants, les bars, mais c'est un choix qui est nécessaire
pour des raisons de vie ou de mort. Donc, c'est aussi grave puis aussi important que ça. Ce qu'on a essayé de faire, par contre, et puis vous l'avez sûrement remarqué, c'est d'épargner les écoles. Donc, les enfants qui sont dans une classe vont pouvoir continuer à faire du sport. Ce qu'on veut éviter dans les zones rouges, c'est que des enfants de classes différentes soient dans des sports où il y a des contacts. Pourquoi? Bien, j'ai quelques chiffres là, qui viennent comme démontrer que actuellement, on est rendu à 822 classes qui sont fermées, secteur public et privé. Ça veut dire, sur 1 million d'élèves, là, c'est peut-être l'équivalent d'à peu près 2,5 % des élèves qui ne peuvent pas aller à l'école. Par contre, quand on regarde les écoles qui ont une infection active, il y en a 666. Ça veut dire 22 %. Ça veut dire que en ayant le fonctionnement des classes par bulle, bien, on peut limiter les problèmes à 2,5 % plutôt qu'à 22 %. Donc, c'est un bon choix qu'on a fait de mettre en place les bulles par classe. Puis là, bien, malheureusement, dans les zones rouges, il faut aussi les appliquer aux activités sportives. C'est important aussi de dire, bon, le risque est un peu plus élevé chez les plus vieux. Donc, au secondaire, on demande aux jeunes de porter le masque à partir de jeudi dans les classes. On demande aussi aux jeunes de secondaire 4 et 5 de venir à l'école une journée sur 2 pour avoir moins de jeunes par classe. C'est ça qui est visé là, par la santé publique. Et tout ça, bien, c'est toujours avec le même objectif, c'est de garder le plus de classes ouvertes possible. Puis dans les cégeps, les universités, bien, on peut travailler pendant un certain temps avec la formation à distance. Donc, on demande de fonctionner avec la formation à distance. Mais le message qu'on prend, là, qui s'est dit beaucoup de choses dans les dernières semaines, mais dans le fond, ça se résume à dire faut réduire nos contacts. Idéalement, il ne faut jamais être à moins de 2 mètres d'une autre personne avec qui on n'habite pas. Donc, si on respecte ça, je suis convaincu qu'on va être capable de voir le nombre de cas diminuer dans les prochaines semaines. Aujourd'hui, on veut vous parler d'une nouvelle application. Vous savez, quand une personne est testée positive, les gens de la santé publique vont faire du traçage pour voir si les personnes qui ont été en contact avec cette personne-là au cours des dernières semaines, bien, d'aller les tester pour essayer de limiter la transmission. Donc, aujourd'hui, on vous annonce un outil additionnel, supplémentaire. On va continuer à faire le traçage à la main. Ça, c'est important de le dire. Mais on a une nouvelle application. Puis, c'est pour ça que je suis avec mon collègue, le ministre responsable de la transformation numérique, Éric Kerr, qui a regardé l'application sous toutes ses coutures pour s'assurer qu'il y a une protection complète des données personnelles. Donc, c'est important. Là, il est arrivé à la conclusion que c'est fiable, c'est sécuritaire. Donc, ni la santé publique, ni le gouvernement, ni vos contacts vont pouvoir savoir où vous êtes ou qui vous avez rencontré dans les dernières semaines. C'est juste vous qui allez garder ces informations-là. Donc, l'application est assez simple à télécharger. Je prends vraiment un grand risque ce soir. Je ne suis pas encore inscrit, mais je vais m'inscrire devant vous. Donc, vous allez dans l'application, vous regardez « Alerte COVID », vous pesez sur le mot « Obtenir ». Là, il vous demande de vous identifier. Et là, ça marque « OK ». Donc, je suis enregistré. Bon, donc, je suis capable. Beaucoup de monde sont capables. Je le répète, c'est complètement anonyme. C'est pas obligatoire, c'est volontaire. Mais ce que ça permet, c'est assez simple, en fait, c'est de dire, si vous attrapez la COVID, si vous êtes testé positif, vous appelez
au centre d'appel, ils vous donnent un code, vous rentrez le code dans l'application, puis toutes les personnes qui ont été à moins de 2 mètres de vous autres au cours des 2 dernières semaines sont notifiées. Donc, évidemment, c'est une façon de leur dire « allez vous faire tester ». Puis je le répète, c'est anonyme, personne ne va savoir que c'est vous qui avez été testé positif. Et c'est une façon de sauver des cas, de ralentir la transmission, d'avoir éventuellement moins de gens qui sont malades. Évidemment, vous allez tous comprendre que pour que l'application soit efficace, il faut qu'il y ait le plus de monde possible qui s'inscrive. Donc, plus on s'inscrit, plus il y a de Québécois qui s'inscrivent, plus c'est efficace. Donc, on est au Québec 6 millions de personnes qui avons un téléphone intelligent. Donc, je demande tout de suite à tous ceux qui m'écoutent d'aller s'inscrire tout de suite avant de l'oublier. Regardez, ça ne prend pas de temps, là. Vous allez dans les applications et vous vous impliquez. Puis, essayez de convaincre vos amis aussi. Puis, je donne l'exemple, là. Je demande à 2 personnes, je sais qu'ils ont beaucoup d'admirateurs, admiratrices, là, Marie-Mé, Julie Snyder, d'aller s'inscrire. Je demande à Julie Snyder qu'elle essaye ce soir à son émission de convaincre tous ses téléspectateurs de s'inscrire. Donc, comme ça, on va faire une grande chaîne de solidarité. Plus on va être nombreux, plus on va pouvoir casser cette deuxième vague, plus vite on va pouvoir revenir à une vie normale. Donc, je compte sur vous, tous les Québécois et toutes les Québécoises. Merci beaucoup. Good evening, everyone. Bonsoir tout le monde. Les chiffres des derniers jours montrent que la situation est toujours critique, en particulier dans la grande région de Montréal, à Québec, dans la région de Chaudière-Appalaches et dans certaines régions de la Gaspésie. C'est pourquoi nous avons accru les restrictions dans les zones rouges, en particulier dans les écoles. Nous devons continuer de faire tout ce que nous pouvons pour limiter nos contacts. Si quelqu'un a la COVID, il est important de retracer les contacts. C'est ce que nous faisons et nous demandons à tout le monde de continuer à collaborer pour la recherche des contacts. Aujourd'hui, nous présentons un nouvel outil qui va nous aider à le faire, c'est l'application Alerte COVID. Nous voulions être certains qu'il n'y aurait aucun risque pour les données personnelles des utilisateurs. Nous en sommes arrivés à la conclusion que cette application est sûre. Ni la santé publique, ni le gouvernement, ni vos contacts ne sauront où vous avez été contaminé ou quels sont vos contacts. L'application est extrêmement facile à télécharger. Alors, si vous recevez un test positif, vous allez appeler et vous recevrez un code à entrer dans l'application et automatiquement, l'application avisera toutes les personnes qui ont été en contact avec vous dans les 2 dernières semaines qu'ils ont été en contact avec une personne contaminée. Ils ne sauront pas que c'est vous. Tout ce qu'ils sauront, c'est qu'ils ont été en contact avec un cas positif et qu'ils devraient aller se faire tester. Cette application, cependant, ne va nous aider que si beaucoup de personnes choisissent de s'y inscrire. Alors, si vous voulez aider à changer les choses et revenir à la normale, réduisez vos contacts et inscrivez-vous à cette application. Et je vous demande aussi de demander à vos amis de le faire. Plus nous serons nombreux à le faire, plus nous pourrons sauver de vies et plus vite nous briserons la deuxième vague et plus nous pourrons retourner plus tôt à la vie plus normale. Je compte sur vous tous. Merci. Merci, Monsieur le Premier ministre. Donc, on va débuter la période de questions. Il y a 2 micros prévus à cet effet. Ah, non, je pense qu'il y en a une allocution du ministre Éric Kerr. Ça se peut-tu? Je peux bien. Oui, c'est ça qu'on m'a dit. Donc, Éric Kerr, à vous la parole. Bien, écoutez, merci tout le monde. Merci, Monsieur le Premier ministre. Oui, effectivement, aujourd'hui, je pense que c'est un geste important qu'on demande aux Québécois de poser en téléchargeant l'application. Vous savez, on a commencé cette démarche-là au printemps. Le gouvernement fédéral a annoncé qu'il voulait aller de l'avant, qu'il y avait une application de notification de contact
Le gouvernement du Québec a souhaité avoir une approche très inclusive, très participative de la population. On a tenu des consultations publiques. On a tenu une commission parlementaire, c'est-à-dire que l'Assemblée nationale a tenu une commission parlementaire où on voulait lancer le débat parce que, comme le premier ministre du Québec l'a dit, le nerf de la guerre, c'est l'utilisation. Il faut évidemment qu'il y ait le plus grand nombre possible de citoyens qui téléchargent l'application pour que cette application-là soit efficace. Une fois qu'elle est téléchargée, il y a un deuxième enjeu, c'est que les gens qui ont reçu un diagnostic de COVID positif doivent partager cette information-là, évidemment. Donc, c'est les deux grands enjeux auxquels on fait face pour que l'application soit pleinement efficace. Je tiens à rassurer tous les citoyens du Québec. Cette application-là, au niveau de la sécurité, elle a été testée par BlackBerry. Elle a été testée par le gouvernement de l'Ontario. Elle a été testée par le gouvernement fédéral et plus récemment, elle a été testée par le Centre gouvernemental de cyberdéfense du Québec pour s'assurer qu'elle était sécuritaire. Et on dit souvent que le risque zéro n'existe pas, mais si le risque zéro existait, cette application-là est probablement ce qui s'en rapproche le plus. Et à titre d'exemple, en Ontario, 2,5 millions de citoyens ont téléchargé cette application-là qui est utilisée depuis 2 mois en Ontario. Et à ce jour, aucun cas de hacking n'a été rapporté. Donc, quand on dit qu'elle est sécuritaire, c'est pas seulement une théorie, c'est pas seulement qu'elle a été testée. Dans la pratique quotidienne, ça a été le cas aussi. Et il faut dire que cette application-là a été elle a été développée avec des logiciels libres, du open source. Je trouve que l'expression anglophone traduit bien ce que c'est, c'est-à-dire que c'est ouvert. Et donc, l'ensemble de la communauté internationale peut aller voir sous le capot comment ça fonctionne. Et s'il y avait des brèches de sécurité, ça aurait été détecté depuis longtemps. Et dans les différentes applications Apple et Google, les enjeux de sécurité ont été réglés plus récemment avec Google qui a mis à disposition une rustine, ce qu'on appelle en anglais une patch, pour régler les derniers enjeux de sécurité qui auraient pu être détectés. Donc, elle est sécuritaire et on nous pose la question, comment on fait pour protéger les renseignements personnels? Bien, la meilleure façon de le faire, c'est de ne pas en utiliser. Cette application-là n'utilise pas d'informations ou de renseignements personnels. Donc, on ne peut pas voler ce qu'on n'a pas. Donc, je pense qu'on peut garantir aux Québécois la sécurité de l'utilisation de cette application-là. Mais de grâce, téléchargez cette application-là, utilisez-la parce que, oui, ça fonctionne quand tout le monde se donne le mot pour l'utiliser. Merci. On va débuter la période de questions. On va commencer par André Ducharme, TVA Nouvelles. Oui, bonjour, messieurs. Monsieur le Premier ministre, aujourd'hui, votre gouvernement a annoncé que les élèves de niveau secondaire devraient porter des masques, même en classe, 1 mois et demi après la rentrée. Votre gouvernement annonce cette application Alerte COVID 2 mois après sa mise en œuvre par Ottawa, Toronto et maintenant la Saskatchewan. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disent que vos décisions, vous les prenez un peu tard et que ça a des conséquences justement sur la propagation de l'infection? Bon, prenons les deux questions une par une. Premièrement, concernant les masques pour les enfants dans les classes, jusqu'à ce jour, on n'avait pas de recommandation de la santé publique qui nous indiquait que c'était nécessaire de le faire, qu'il y avait un risque assez important pour le faire. On a une nouvelle recommandation de la santé publique qui nous dit qu'on devrait au secondaire exiger le masque dans les classes. Donc, quand je dis que je suis les recommandations de la santé publique, c'est un bon exemple. L'autre question concernant l'application, bon, d'abord, je l'ai dit, c'est un outil supplémentaire. Ça ne remplace pas le traçage qui va être fait puis qui est fait actuellement pour chaque cas de COVID. Il y avait un enjeu concernant les données personnelles. Sur 4 partis représentés à l'Assemblée nationale, on a 3 partis qui se sont prononcés contre l'application à cause du supposé risque pour les données personnelles. Donc, j'ai pris ça au sérieux. J'ai demandé à Éric Kerr de faire le travail de façon détaillée. Puis aujourd'hui, on se sent confortable qu'il y ait une sécurité complète concernant les données personnelles. Mais encore une fois, c'est un outil additionnel. Ça ne vient pas remplacer le traçage, ça s'ajoute.
Peut-être que le docteur Arruda peut... Ou en sous-question, peut-être, le fait justement que ça vient tard, ça. Les masques dans les écoles, il y a plein de juridictions qui l'ont déjà imposé depuis longtemps. Alors, même si à Québec, c'était pas recommandé, ça aurait pu être un outil de plus. Ça vient tard. On est tous en zone rouge maintenant. Vous avez dit, il y a des conséquences pour les élèves qui font du sport, qui font de l'art, tout ça. Question de délai, là, de retard dans la prise de décision importante comme celle-là. Il faut comprendre que ces décisions-là, je ne les prends pas seul, je les prends avec une série d'experts de l'Institut, du ministère et les directeurs de santé publique qui regardent la situation épidémiologique. Il faut comprendre que le masque est un élément de protection, mais qui ne doit pas être au-delà des bulles classe et des autres éléments. Et on a beaucoup tendance actuellement à ne focusser au niveau scolaire que sur l'élément, je vous dirais, de la maladie. Puis je pense que c'est important. D'ailleurs, on agit maintenant compte tenu des données qu'on a ici. Par contre, pour les apprentissages, pour l'intégration, on veut essayer quand même que le milieu scolaire soit le plus normal possible. Certains peuvent penser que le masque, c'est facile, ça se porte bien. Pour d'autres, c'est difficile. Donc, avec l'analyse qu'on avait au Québec de la situation, on a voulu travailler beaucoup sur l'environnement, je vous dirais, du milieu scolaire. Même maintenant, je trouve que la question des rassemblements des jeunes, soit avant ou après, est plus importante que l'élément du port du masque, mais on l'a ajouté, celui-là. Et moi, j'invite les jeunes, parce que je pense que les jeunes font aussi partie de la solution. Il ne faut pas les discriminer comme tels. Il faut que les jeunes soient des modèles les uns pour les autres actuellement. Et moi, je considère, puis on est toujours victime de comparaison d'un territoire à un autre, mais avec l'analyse scientifique et probante qu'on avait, avec les consensus d'experts, on pense qu'on le fait au bon moment. C'est comme si je fais une analogie avec une plaie d'un diabétique. Des fois, il y a certains qui vont dire, bon, on va l'amputer, il faudrait peut-être l'amputer plus tôt, mais des fois, on est capable de sauver la jambe avec un traitement antibiotique. Mais ici, on a mis nos billes là où on pense que le maximum d'impact. Et il faut comprendre aussi que cette contamination-là n'est pas nécessairement associée seulement au milieu scolaire, mais à la transmission dans la communauté. D'où l'importance que tous y voient maintenant si on veut être capable de ralentir la chose. Et on sait très bien qu'on demande de très grands sacrifices, parce qu'on ne fait pas de gaieté de cœur, qu'on ferme les sports-études actuellement, mais il faut casser cette vague-ci à ce moment-ci. Je pense aussi, puis j'ajouterais là, que quand on regarde l'Ontario, au moment où on se parle, les bars, les restaurants sont ouverts. Okay? C'est un choix qui est fait aussi, qui est en partie de la santé publique, en partie politique. Nous, on veut protéger, puis je l'ai dit tantôt, on veut continuer d'avoir des sports dans les écoles. On a résisté, en tout cas la santé publique a résisté à l'application des masques pour les enfants. Donc, il y a aussi un choix qui est fait de dire, bon, on va peut-être demander plus de sacrifices, par exemple, dans les bars, les restaurants, puis peut-être un peu moins dans les écoles, pour avoir une vie plus normale. Parce que pour nous, puis je l'ai dit, puis je le répète, la dernière chose que je veux fermer au Québec, c'est les écoles. On va y aller avec Jacques Bissonnet, Radio-Canada. Oui, merci. Bonjour, M. le Premier ministre. Écoutez, une question. Je veux revenir sur votre rencontre avec les chefs autochtones aujourd'hui. Oui. Au cours du week-end, il y a eu plusieurs manifestations un peu partout par des communautés autochtones. Il y avait beaucoup de frustration face à un fait assez important, là, que vous refusez de reconnaître qu'il y a du racisme systémique. Alors qu'il y a plusieurs rapports qui font état de racisme systémique au Québec. Alors, ma question est assez simple. Pourquoi votre gouvernement et vous refusez de reconnaître le racisme systémique? Les Amérindiens trouvent, entre autres, que ça ne vient pas aider le problème, que ça ne règle pas la solution du racisme au Québec. Bon. On a débattu de ce sujet-là cet après-midi. Puis ce que j'ai expliqué au chef Atikamekw, c'est qu'il y a une situation au Québec qui n'est pas la même que celle aux États-Unis. Bon, puis on a eu ce débat-là à l'égard des Noirs, à l'égard aussi des musulmans, avec ce qui est arrivé avec la mosquée de Québec. Et il y a une partie de la population qui croit qu'il n'y a pas un système raciste au Québec. Il y a des personnes racistes, mais le peuple québécois n'est pas raciste. Et je pense que c'est important de respecter tout le monde, puis de concentrer nos efforts sur les actions et non pas sur un débat sémantique sur les actions. Puis je pense qu'on s'est entendu avec les chefs aujourd'hui pour dire
Par exemple, luttons contre le racisme, faisons une campagne de sensibilisation, assurons-nous qu'il y a une formation culturelle auprès des employés des différents réseaux. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important et je pense que, encore une fois, là, je ne veux pas qu'on commence à juger le peuple québécois. Le peuple québécois est un peuple ouvert, qui n'aime pas la discrimination et il y a différentes opinions à l'égard du fait, y a-t-il ou non un système raciste au Québec? On peut sûrement dire qu'avec l'histoire aux États-Unis puis l'esclavage dans les États du Sud, que oui, il y en a un aux États-Unis, mais au Québec, c'est discutable. Puis selon moi, ça aide pas à créer un consensus puis de faire travailler tout le monde dans le même sens, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus de racisme au Québec. Juste une sous-question là-dessus. Il y a plusieurs communautés également qui réclament de vous, de la part du gouvernement, des excuses à propos du décès de Mme Joyce Echaquan. Est-ce que le gouvernement a l'intention de s'excuser? Oui, on m'a demandé ça cet après-midi. Je suis très ouvert à ça, oui. Donc, il y aura formellement des excuses à la famille? On va chercher, trouver le bon moyen de le faire. Mais effectivement, ce qui est arrivé à Mme Echaquan est totalement inacceptable. C'est gênant. Puis le gouvernement, moi, je suis prêt à m'excuser auprès de la famille. Merci. On va passer à Annie Guillemette, Cogeco Nouvelles. Bonjour, messieurs. Vous avez parlé, Monsieur le Premier ministre, tout à l'heure de l'importance, en tout cas des chiffres à propos des cas dans les classes, dans les écoles, comment le système de bulles était efficace. Vous arrivez quand même avec un rehaussement des mesures assez important. Et les pédiatres qui avaient milité pour le retour à l'école, aujourd'hui sont fâchés. Ils parlent d'un sacrifice générationnel à propos des secondaires 4 et 5 qui vont se retrouver un peu laissés à eux-mêmes, qui n'auront peut-être pas le goût de suivre leur cours selon l'horaire habituel. Qu'est-ce que vous leur répondez? Est-ce que c'est vraiment nécessaire aujourd'hui de les faire passer une journée sur 2 à la maison? Oui. Bien, écoutez, on a des discussions avec la santé publique. Dans un monde idéal, il faudrait réduire la taille de toutes les classes. On n'aurait pas assez d'écoles puis d'enseignants pour faire ça. Il y a un risque plus élevé chez les enfants qui sont un peu plus âgés. Tout est une question d'équilibre. Les masques, on ne les a pas exigés, comme en Ontario, pour les enfants de la 5e et la 6e année. Parce qu'on pense qu'il y a plus d'effets négatifs que positifs. Parce que, oui, il y a la question de la santé publique, mais il y a aussi le bien-être de l'enfant, puis dans le contexte dans lequel on met l'enfant pour apprendre, pour socialiser. Donc, c'est tout ça, là, je pense que la santé publique et nous, on discute ensemble. Comme je le dis, on suit les recommandations de la santé publique, mais en même temps, on regarde ce qui se fait ailleurs. Puis là, on peut bien prendre les exemples de l'Ontario ou de la Colombie-Britannique, on peut prendre l'exemple du Royaume-Uni, de la France, de certains États aux États-Unis qui n'ont pas toutes les mêmes consignes. Donc, il faut un équilibre et moi, je trouve ça malheureux que les enfants secondaires 4 et 5 ne puissent pas aller à l'école à chaque jour. Bon, ils sont un petit peu plus vieux, donc ils sont peut-être capables d'être un peu plus autonomes pour une journée sur 2, travailler de la maison, mais c'est pas idéal. C'est pas idéal, mais c'est un choix qu'on fait pour ne pas compromettre toute l'école pour ces enfants-là. En suivi au chapitre des questions et des décisions difficiles à prendre, il y a eu une deuxième école aujourd'hui qui a fermé ses portes du côté de Longueuil, la polyvalente Jacques Rousseau. Comment on fait, peut-être que Dr Arruda peut me répondre, pour décider de fermer une école à partir... Est-ce que c'est un nombre de cas, un nombre de classes, un nombre de niveaux? Comment on gère ça? Parce que là, on nous dit qu'il y a une vingtaine de cas, et c'est 2200 élèves qui s'en vont chez eux demain matin. C'est une décision. Premièrement, il n'y a pas de chiffre précis. C'est pas un pourcentage de gens dans l'école, etc. C'est une analyse qui est faite sur chacun des cas. Est-ce que les 22 cas sont distribués dans la même classe ou ils sont distribués dans plusieurs classes? Et tout ça, en fin de compte, après ça, des fois, il y a des situations purement associées à l'administratif. Ça devient plus compliqué de maintenir que de ne pas maintenir. C'est une décision qui est prise, je vous dirais, en concertation entre la santé publique et l'école en fonction du portrait précis.
Vous pouvez avoir une classe avec 22 personnes. Ça ne se peut pas 22, mais parce qu'on n'a pas eu ça à date. On a eu quelques cas dans une classe, puis c'est seulement cette classe-là qu'on est en mesure de fermer. Mais si vous avez l'impression que ces enfants-là, on peut être en contact avec d'autres bulles, etc., il faut que les gens soient en isolement pour être capables d'aller passer leurs tests. Compte tenu des délais aussi, la commission, l'école et la direction publique peuvent considérer que c'est peut-être mieux de fermer tout de suite. Les gens sont comme en isolement, vont passer des tests, puis en ayant les résultats, voir qu'est-ce qui peut être fait. Mais c'est très variable d'une situation à une autre. On va y aller avec la presse. Bonsoir, je vais revenir sur ce que disait ma collègue à propos de l'Association des pédiatres du Québec, qui quand même va jusqu'à dire que ça pourrait être un sacrifice générationnel, oui, pour les 4e, 5e secondaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous répondez à ça? Est-ce que vous pensez qu'on peut parler d'un sacrifice générationnel? Bien, écoutez, de façon générale, la pandémie n'a pas aidé les jeunes depuis le mois de mars. Là. Et, bon, on a des choix difficiles à faire, mais il y a aussi des choix qui sont incontournables. Donc, il y a des mesures qu'on est obligé de prendre pour la vie, la mort, la santé de notre réseau de la santé, être certain qu'ils puissent continuer de fonctionner, qui peuvent avoir un impact négatif pour nos jeunes. Nos jeunes ne vivent pas une période qui est rose actuellement là, pour... je pense entre autres aux ados, là, se faire un nouveau chum, une nouvelle blonde, là, c'est pas le monde idéal actuellement. Socialiser, avoir du plaisir, comme les jeunes devraient avoir du plaisir. Là, Mais pourquoi alors c'est pas parce que vous dites que c'est pas incontournable? Ben, vous n'auriez pas pu faire autrement pour les jeunes-là? C'est qu'il faut prendre des mesures, il faut prendre les moins pires mesures. Et moi, ce que j'ai compris de la santé publique, c'est que surtout pour les enfants de secondaire 4 et 5, c'est important de réduire la taille des classes. Bien, réduire la taille des classes, là, il n'y a pas 56 000 manières de faire ça. Là. Mais c'est une recommandation ferme de la santé publique. Il faudrait aussi placer, si vous me permettez, dans le contexte qu'on parle de quelque chose de transitoire. Ce n'est pas pour jusqu'à la fin de l'année. Il y a des travaux qui vont se faire entre nous et l'éducation pour essayer de faire les meilleurs choix pour balancer justement ce risque à la santé versus les bénéfices qu'ont les jeunes d'être en présentiel. Je comprends très bien les pédiatres de leur situation. Je comprends des parents aussi qui sont très inquiets et qui veulent qu'on aille. Vous savez, c'est une balance qui est très, très difficile. Il n'y a pas une décision qui n'a pas des effets pervers sur quelqu'un ou sur un groupe. Mais est-ce que vous pensez vraiment que dans 28 jours, on va pouvoir... Mais moi, je pense que écoutez, vous savez, là, j'aimerais que la réponse, je vais vous dire, moi, je ne rêve que du jour où je ne vois plus les chiffres monter et que c'est tendance à la baisse. Hein? À tous les soirs, là, moi, j'ai un stress, je regarde, est-ce qu'on est encore en train de monter ou ça baisse? Il est encore trop tôt pour voir vraiment l'effet de la baisse, mais au moins, si on est en capacité de contrôler, etc., à ce moment-là, on va pouvoir ouvrir des valves, mais aussi voir des façons différentes d'enseigner par le web ou etc. Et je pense que le ministre scolaire va être aussi sensible aux gens qui ont des problèmes d'apprentissage particuliers, etc. Il y a un effort qui va être fait pour les clientèles. Il y a des jeunes qui peuvent très bien traverser ça, d'autres beaucoup moins. Puis je pense que les écoles vont être sensibles à ça. Mais c'est un grand sacrifice, on est très conscients. Moi, j'espère juste que ça ne va pas perdurer trop longtemps pour qu'on puisse leur redonner une certaine liberté, en tout cas, ou du moins façon de fonctionner. Puis ça va être un apprentissage aussi, puis une resensibilisation des jeunes de l'importance de diminuer les rassemblements. Merci. On va y aller avec le Journal de Montréal. Oui, bonjour. Moi, pour revenir à l'application Alerte COVID, j'aimerais juste savoir, c'est quoi la proportion des gens qui doivent l'utiliser pour que ça soit réellement efficace? Bien, en fait, sur ce sujet-là, vous avez 2 études qui ont été faites. Une qui a été faite par l'Université de Oxford qui dit que si on n'utilise aucune autre mesure de santé publique, à 60 d'utilisation, on peut contrôler la pandémie. Il y en a une autre qui a été faite par Google Research avec les départements de médecine de Stanford et de Oxford. C'est plus de la modélisation qui dit que si on combine avec d'autres mesures de santé publique, distanciation sociale, traçage manuel, à ce moment-là, on peut avoir une utilisation qui est moindre et qui va quand même donner des résultats. Par exemple, à 15
de participation, on pourrait voir jusqu'à 8 de moins de propagation et 6 de moins de décès. Et là, évidemment, si vous augmentez les chiffres, bien, l'efficacité augmente en proportion. C'est pour cette raison-là qu'on dit plus de gens vont la télécharger et l'utiliser, plus on va avoir des résultats extrêmement positifs, notamment chez les jeunes, dans un contexte qu'on connaît actuellement, là, où les facteurs de contamination sont beaucoup chez les jeunes actuellement, combiné au traçage que la santé publique continue à faire et les mesures que le gouvernement annonce là, pour endiguer la propagation. Donc, tous ces éléments-là combinés, je pense qu'on peut aller chercher une efficacité qui serait très, très intéressante. On va y aller avec Annabelle Caillou, Le Devoir. Oui, bonjour. Justement, pour rebondir à ce que vous venez de dire, est-ce que cette application que vous adoptez aujourd'hui, elle est vraiment pour aller chercher, rejoindre plus de jeunes qui sont parmi les plus contaminés présentement? Bien, écoutez, essentiellement, il faut comprendre que 76 des Québécois possèdent un téléphone intelligent et que ces proportions-là augmentent significativement chez les jeunes. Donc, chez les jeunes, la proportion de jeunes qui ont un téléphone intelligent, elle est extrêmement significative. Donc, oui, on peut penser que ça pourrait avoir un impact direct, compte tenu du fait, évidemment, que la prémisse de base pour avoir l'application, c'est d'avoir le téléphone intelligent. Avec les nouvelles mesures, bien, on pense aussi effectivement que les jeunes pourraient avoir un intérêt supplémentaire à télécharger cette application-là. C'est effectivement extrêmement simple. Le premier ministre en a fait une démonstration éclatante à l'instant. Donc, c'est très simple de la télécharger. C'est absolument pas complexe. Moi, je l'ai depuis 2 semaines sur mon téléphone. Puis, je veux dire, on fait juste la laisser rouler. Puis, tout le travail se fait en arrière-plan. Donc, puis là, ben, la dernière étape qui va être significative, qui représente un enjeu, c'est une fois que vous avez un diagnostic, évidemment, d'appeler. Pour avoir le numéro de téléphone, il faut télécharger l'application. Vous appelez, vous recevez l'identifiant pour partager l'information à l'effet que vous êtes testé positif. Et à ce moment-là, toutes les personnes que vous avez croisées dans les 14 derniers jours seront notifiées qu'ils ont été en contact avec vous et recevront des instructions quoi faire en cas de notification. Mon autre question est encore pour vous. Cet été, fin de l'été, quand vous avez mis de côté l'application fédérale, oui, il y avait cette question sur les données personnelles, mais il y avait aussi, enfin, vous avez justifié en donnant l'exemple de comment ça se passe ailleurs, dans d'autres pays, notamment en Europe, à quel point ce type d'application ne fonctionne pas vraiment. Un mois plus tard, qu'est-ce qui a changé? Pourquoi vous changez d'avis? Bien, en fait, je vous dirais que, d'une part, il y a des nouvelles informations. Je viens de vous parler de l'étude sur la modélisation, qui n'est pas une étude qui est une étude relativement récente, donc qui vient un peu démystifier cet aspect-là. D'autre part, bien, je vous dirais que le contexte et la deuxième vague et les mesures supplémentaires que le gouvernement doit prendre, puis je pense que vous avez entendu le premier ministre à contre-cœur, mais en même temps, il y va de la santé publique. Donc, si vous combinez ces éléments-là, ça fait qu'aujourd'hui, je pense que c'est... en anglais, on dit « timing is everything ». Là, je pense que le moment était effectivement propice à lancer cette application-là, en espérant que la population va être sensibilisée au fait que c'est un outil qui est très simple, qui est évidemment pas accaparant, ça requiert rien de spécial, ça se fait tout seul, en bon français, et ça peut avoir un impact important sur notre capacité, comme le disait le docteur Arruda, à voir les chiffres diminuer, c'est ce qu'on souhaite tous. On va passer aux questions en anglais. We'll begin with Stéphane Giroux from CTV. Merci. My question is for Mr. Ma question est pour M. Kerr. Alors, c'est la même question qu'Annabelle. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'idée? Et quel est le degré de participation nécessaire pour que l'application soit pleinement efficace? Réponse.
Tout d'abord, ce n'est pas une question de changer d'idée. Nous avons toujours dit que si la situation évoluait, nous étions prêts à utiliser cette application. Alors, le gouvernement du Québec qui nous encourage à nous inscrire sur l'application Alerte